Le 1er août 2021, des files de personnes avançaient le long des chemins de terre et des sentiers forestiers autour du village de Malo-Yanaseiskoye. Policiers, enquêteurs, secouristes, bénévoles, et parmi eux marchait un homme qui savait avec une certitude absolue qu'ils cherchaient tous en vain. Il allait de maison en maison, regardait comment on fouillait les propriétés des autres, posait des questions, aidait peut-être même. Pendant ce temps, celle pour qui plus de 200 personnes s'étaient rassemblées ici se trouvait sur sa propriété, dans le banya, dans l'obscurité, et elle ne pouvait pas en sortir. Mais ce jour-là, ils n'atteignirent jamais sa maison. Voyons maintenant comment tout cela a commencé. La veille, le 31 juillet, une élève venue passer l'été ici avec sa famille avait quitté Malo-Yanaseiskoye en direction du village de Semenovod pour faire du vélo. Un village tranquille, un peu plus de 2000 habitants, à une demi-heure de Bisk, un endroit où il ne se passe jamais rien. Ses parents l'attendaient pour le soir, mais elle n'est pas revenue, et le soir même, ils ont contacté la police. Au matin du 1er août, les recherches avaient déjà pris une ampleur considérable. Plus d'une centaine de membres des forces de l'ordre, à peu près autant de bénévoles, les plongeurs avaient ratissé le fond de la Biya et poursuivi en aval, mais n'avaient rien trouvé. Sur la berge, on découvrit un short et un t-shirt, pliés comme si quelqu'un était simplement allé se baigner. La première hypothèse sur laquelle on commença à travailler était évidente, elle s'était noyée. Mais parallèlement, on retrouva le vélo, et il se trouvait dans un tout autre endroit, à 1,5 km de là, dans la forêt. À côté, des lunettes et un téléphone. Et c'est là qu'apparut un détail qui attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Sur le cadre du vélo, il y avait des traces de peinture rouge. Pas d'une clôture, pas d'un arbre. C'était un contact avec une machine, et la nature des traces suggérait une collision avec quelque chose comme un motoculteur. Après cela, les policiers accompagnés de bénévoles commencèrent à faire du porte-à-porte, vérifiant les cours, regardant dans les garages, cherchant du matériel de couleur rouge. Et parmi ceux qui parcouraient ces cours avec tout le monde, se trouvait un habitant local. 40 ans, mince, portant des lunettes, discret. Les voisins le connaissaient comme quelqu'un qui ne fréquentait personne. Il travaillait dans un centre de collecte de ferraille, vivait reclus derrière une haute clôture. Il allait de propriété en propriété comme tous les autres. Pour comprendre comment tout cela a pu se produire, il faut revenir 24 heures en arrière, au moment où elle est montée sur son vélo et a pris le chemin de terre vers Semenovod. Le 31 juillet, elle quitta la maison après le déjeuner. L'itinéraire était familier, un chemin de terre à travers les champs, puis le long de la forêt, jusqu'à Semenovod. Elle avait déjà fait ce trajet, et il n'y avait rien d'inhabituel. La route était non goudronnée, calme, les voitures y étaient rares, et en été, peu de gens y marchaient même. La chaleur, le chant des grillons, la poussière sous les roues. Un de ces jours impossibles à se rappeler ensuite parce qu'il ne différait en rien des dizaines de jours identiques qui l'avaient précédé. Le soir, elle n'était pas rentrée et au début, personne ne s'inquiéta vraiment. C'est l'été, les vacances, elle a dû jouer trop longtemps, aller trop loin. Mais à l'approche du coucher du soleil, l'inquiétude commença à monter. On appela des connaissances, personne ne l'avait vue. On demanda aux voisins, rien non plus. On vérifia la route vers Semenovod, elle était vide. Pas de vélo, pas de traces, rien du tout. À la nuit tombée, il devint absolument clair que ce n'était pas une histoire de retard ou d'égarement. Elle était partie en journée sur une route familière et avait simplement disparu. Sans appel, sans message, sans la moindre trace. Le téléphone ne répondait pas. Dans des villages comme Malo-Yanaseiskoye, toute disparition est un événement extraordinaire. Ici, tout se voit, tout le monde sait qui est allé où et ce qu'il y a dans la cour de chacun, qui est arrivé hier et qui est parti aujourd'hui. Et quand quelqu'un ne rentre pas, on le remarque très vite. Mais personne ne pouvait comprendre ce qui s'était exactement passé, car il n'y avait rien eu de suspect ce jour-là. Pas de cris, pas de bruit, pas de voiture inconnue. Tout s'était passé comme d'habitude, une seule chose avait changé. Le chemin de terre qu'elle avait emprunté s'était révélé vide. L'hypothèse de la noyade semblait convaincante, et c'est ainsi, comme on le découvrirait plus tard, que tout avait été conçu. La Biya à cet endroit a du courant. Le fond est irrégulier, et pour quelqu'un qui n'avait même pas terminé la 6e, c'était vraiment dangereux. La logique était simple, terrible, et à première vue parfaitement claire.
Puis les incohérences commencèrent. Premièrement, la distance. Si elle était allée se baigner, pourquoi laisser le vélo si loin de l'eau? Pas au bord de la route, pas près d'un sentier, mais en pleine forêt. Cela ne ressemblait pas du tout au comportement de quelqu'un qui avait simplement décidé de nager. La deuxième incohérence s'avéra encore plus grave, et ce furent les habitants qui la remarquèrent. Une habitante du village raconta plus tard directement aux journalistes cet endroit précis où le vélo fut ensuite découvert. Les bénévoles l'avaient défouillé la veille et le vélo n'y était pas. Absolument pas. Ce qui signifiait qu'il était apparu là plus tard, dans la nuit. Quelqu'un l'avait apporté. À partir de ce moment, le tableau commença à changer. Car si le vélo avait été déposé là, alors les vêtements sur la berge n'y étaient peut-être pas par hasard non plus. Cela signifiait que toute cette mise en scène, les vêtements soigneusement pliés et l'allusion à la baignade, avaient été construites délibérément, par quelqu'un qui voulait qu'on cherche précisément dans l'eau, que les plongeurs passent des heures, que l'hypothèse de la noyade absorbe toutes les ressources. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant près de 24 heures, les recherches furent orientées vers la rivière. Mais la Bia était vide. Et si personne n'y avait jamais été depuis le début, alors la question changeait entièrement. Il ne s'agissait plus de savoir où le courant avait pu emporter quelqu'un. C'était « où est-elle maintenant ?» et qui a fait tout cela. La logique bascula en quelques minutes. C'est une chose de chercher quelqu'un qui s'est noyé. C'en est une toute autre de chercher celui qui a du matériel rouge dans sa cour. Dans un village de 2000 habitants, le nombre de motoculteurs et de remorques est limité. On peut les compter. L'habitante Ekaterina Ojogina raconta plus tard à NTV qu'ils étaient venus chez eux ce soir-là aussi, pour vérifier quel équipement se trouvait dans la cour. La fouille progressait du centre du village vers les bords, des maisons les plus proches aux plus éloignées. Dans un petit village, c'est l'affaire d'1 ou 2 jours, pas plus. Et s'ils étaient allés jusqu'au bout, ils auraient trouvé. Car dans l'une des cours, parmi des tas de ferrailles, des vélos cassés, de vieux réfrigérateurs et des rouleaux de fil de fer, se trouvait exactement ce qu'ils cherchaient, un motoculteur rouge avec une remorque. Et le propriétaire de cette cour, à ce moment précis, marchait avec l'un des groupes de recherche. Il écoutait les conversations, regardait comment on vérifiait le matériel des autres, comprenait le schéma de progression et combien de cours restaient avant la sienne. Cet homme connaissait le matériel du coin mieux que n'importe quel agent de police local. Et maintenant, il regardait les équipes de recherche s'approcher méthodiquement de sa clôture. Mais il comprenait déjà que ce n'était qu'une question de temps. La peinture sur le vélo menait droit à lui, et chaque cours vérifié réduisait la distance. Dans un petit village où tout le monde se connaît, la question de savoir qui a du matériel rouge trouve vite sa réponse. Pas besoin de base de données ni de registre. Il suffit de demander à la bonne personne. Et très probablement, quelqu'un du coin avait indiqué la direction. Il y a un type ici qui ramasse de la ferraille, connaît chaque cours et chaque remise. Il peut vous dire exactement qui a quoi. Quand les enquêteurs arrivèrent à l'adresse, ils virent une haute clôture métallique et une cour envahie de mauvaises herbes. À travers la clôture, on apercevait des constructions, des garages ou des hangars. Le propriétaire n'était pas là. Sa mère sortit, dit qu'il était parti, ne put vraiment expliquer où, se contredit, dit une chose, puis une autre. Et pour des enquêteurs habitués à lire les comportements, le signal fut instantané. Quelque chose n'allait pas ici, pas parti au sens ordinaire, quelque chose de tout autre. Ils commencèrent la perquisition. Et alors la mère se comporta de façon encore plus étrange. Elle s'approchait des enquêteurs et répétait la même chose, cote 2. Elle n'expliquait pas où était le bon endroit, ne donnait aucune précision. Elle restait simplement à côté et insistait sur le fait qu'il se trompait. L'enquêteur criminalistique Roman Chepoval raconta plus tard qu'elle refusa de croire jusqu'au bout que son fils pouvait être impliqué. Le propriétaire avait disparu, mais sur la propriété ils découvrirent une cave, pas un simple garde-manger à légumes, mais une fosse profonde de plusieurs mètres, creusée à la main dans le hammam du Banya, équipée, préparée. Et tandis que les enquêteurs examinaient ce qu'ils avaient trouvé à l'intérieur, il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'une collision accidentelle sur la route, pas d'un accident suivi de panique. Tout cela avait été planifié et préparé bien avant le 31 juillet,
Oleg Viktorovitch Lavkin, né en 1981, était né ici même à Malo-Yanasseïskoïe. Il avait grandi ici, n'était jamais parti longtemps, vivait rue Zelenaya. N'importe quelle vendeuse du magasin du village aurait donné l'adresse sans même poser de questions. Un habitant du village nommé Alexandre raconta plus tard à Rion News que Lavkin avait été marié, avait élevé une fille et que personne n'avait jamais remarqué quoi que ce soit d'étrange dans son comportement envers les adolescents. Pour la plupart des gens, c'était juste un original du coin. Selon les voisins, il ne parlait qu'avec sa mère et sa fille, presque jamais avec personne d'autre. La seule exception étaient les contacts professionnels. Il apportait de l'argent liquide au magasin, demandait à faire de la monnaie, et s'il essuyait un refus, il faisait un esclandre. Les vendeuses s'en souvenaient en bien. Il avait attiré l'attention des forces de l'ordre quelques années avant toute cette histoire. Une seule condamnation, détention de substances interdites en très grande quantité. Selon une voisine, dans sa jeunesse, il avait eu affaire à certaines plantes. Il les avait récoltées et s'était fait prendre. Ça n'avait pas mené à de la prison ferme. Il avait eu du sursis. Il n'y avait pas d'autres incidents à son casier, et formellement, rien qui aurait pu éveiller les soupçons de quiconque. Lavkin avait une habitude que tout le village considérait comme totalement inoffensive. Il partait régulièrement dans la taïga, ramassait des pommes de pin, des herbes médicinales, pouvait disparaître plusieurs jours, parfois une semaine. Pour la vie de village, il n'y avait rien d'inhabituel à cela. Un homme va dans la forêt, revient, repart. Les voisins s'y étaient habitués depuis longtemps. Il connaissait la forêt mieux que sa propre rue. Ainsi, avant de disparaître du village début août, Lavkin dit à ses proches exactement ce qu'il disait toujours, qu'il partait ramasser des pommes de pin. Personne ne fut surpris, personne ne soupçonna rien. Mais il y avait une autre personne dans sa vie qui en savait bien plus que les voisins, plus que sa mère. Ces 2 dernières années, sa fille adulte vivait avec lui. La maison était divisée entre 2 propriétaires. D'un côté vivait une voisine, Lyudmila, de l'autre, Lavkin. Lyudmila laissa plus tard entrer les journalistes sur sa propriété et leur montra la clôture métallique de 2 mètres qu'il avait érigée entre eux. « Côte 4 », dit-elle simplement. Il était impossible de voir par-dessus cette clôture. Ce qui se passait derrière était invisible et inaudible. De la rue, la maison semblait abandonnée depuis longtemps. De la mousse avait poussé sur le toit en ardoise. Les mauvaises herbes montaient jusqu'aux fenêtres. C'était autrefois une maison de village ordinaire avec des encadrements de fenêtres sculptés, mais maintenant elle semblait s'enfoncer dans le sol, être tirée vers le bas. Une journaliste de Komsomolskaya Pravda, venue au village quelques jours après les événements, écrivit directement « Ça ressemble à une maison de film d'horreur ». Personne ne se demandait pourquoi il avait tant de bric-à-brac dans sa cour, et encore moins, personne ne soupçonnait que tout ce chaos sur la propriété n'était ni paresse ni négligence. C'était une couverture. Parmi ces tas, derrière la clôture, à l'abri des regards indiscrets, on pouvait faire ce qu'on voulait. Creuser, construire, aménager, et pas une âme vivante ne le remarquerait. Mais le contraste le plus étrange attendait à l'intérieur. Pas de vraie rénovation, des murs nus, un mobilier minimal, mais la technologie était d'un tout autre niveau. Un grand écran plat, un bon moniteur, plusieurs modems pour Internet haut débit. Pour un reclus d'un village de 2000 habitants qui vit de la récupération de ferraille, c'était un équipement qui ne correspondait à rien. Les enquêteurs le notèrent immédiatement. Une personne dont la cour était remplie de métal rouillé n'investissait pas dans le confort, mais dans la technologie et la connectivité. Pourquoi exactement? Cela deviendrait clair plus tard. Pour l'instant, autre chose était plus important, ce qui se trouvait non pas à l'intérieur de la maison, mais en dessous. La voisine à travers le mur entendait tout. Pas des mots, des sons, des coups sourds, des grattements, quelque chose de lourd traînait sur le sol, et cela durait depuis 1 semaine. Elle raconta plus tard aux journalistes de Biisk TV, « Derrière le mur, on l'entendait creuser quelque chose, et pas seulement depuis 1 an. » Au village, les gens construisent et démolissent constamment des choses, et il n'y a rien de suspect à cela. La police établit plus tard que Lavkin creusait et aménageait cette cave depuis 2 ans. L'enquêteur Konstantin Belousov, qui dirigeait l'affaire, mentionna un autre délai, 1 mois. Très probablement, il parlait d'étapes différentes. 2 ans de préparation générale,
1 mois de travaux finaux quand la fosse fut transformée en un lieu propre à retenir quelqu'un. Il sortait très probablement la terre par la cour, qui était de toute façon déjà encombrée de déchets. Personne n'aurait remarqué un tas de terre supplémentaire au milieu de tout ce désordre. La cave elle-même n'était pas aménagée pour y vivre. Pas de lumière, aucun confort d'aucune sorte. Mais c'était suffisant pour retenir quelqu'un. La profondeur rendait impossible de remonter sans aide. Les murs étaient en terre nue. La seule sortie était vers le haut, par le hammam. Il suffisait de fermer la trappe, de l'extérieur, rien de visible, rien d'audible. Il ne restait plus qu'à choisir qui y faire descendre. Et comme l'enquête l'établirait plus tard, il commença à choisir dès le début de l'été. Le comité d'enquête établi plus tard, de juin à juillet 2021, Lavkin l'avait observée, systématiquement. Elle était venue au village pour l'été, et il l'avait remarquée. Il avait remarqué son itinéraire, quand elle sortait à vélo, quelle route elle prenait, à quelle heure. Ce fait fut inclus dans les éléments de l'acte d'accusation. Dans un petit village, surveiller quelqu'un n'est pas difficile. Il suffit de vivre dans la même rue, de faire ses courses au même magasin, de sortir au bon moment. Lavkin ne se cachait pas dans les buissons avec des jumelles, il regardait simplement, jour après jour, semaine après semaine. Un homme tranquille dans la cour, jamais pressé, jamais remarqué par personne. Et c'est, essentiellement, la position parfaite pour l'observation, quand personne ne vous observe. Lors de l'interrogatoire après son arrestation, Lavkin dirait tout autre chose. Il affirmerait que l'attaque avait été spontanée, qu'il l'avait vue sur la route et avait agi sur une impulsion, sans préparation, sans plan. L'enquête enregistra cette version, mais elle contredisait absolument tout le reste. Une cave creusée pendant des mois, une mise en scène avec des vêtements sur la berge, un sac et des cordes qu'il avait sur lui au moment de l'agression. Rien de tout cela ne correspondait au récit d'un acte impulsif. Des preuves directes d'une surveillance quotidienne ne furent jamais trouvées par l'enquête, ce qui est compréhensible. Il n'y a pas de caméra dans le village, pas d'enregistrement, aucune trace numérique. Mais l'ensemble des faits parlait clairement. Il savait qui il choisissait. Il savait quand elle serait seule. Il savait où la route s'éloignait des zones habitées. Le 31 juillet, le bon moment arriva. Il roulait sur ce même chemin de terre avec son motoculteur rouge et sa remorque. Elle venait en sens inverse à vélo. La route était vide, pas de voiture, pas de passants. Le moment même qu'il avait apparemment attendu depuis le début de l'été. Arrivé à sa hauteur, Lavkin la poussa violemment. Elle tomba du vélo. Ce qui se passa ensuite fut reconstitué à partir des dossiers de l'affaire et du témoignage de la victime elle-même. Il l'immobilisa, lui attachant les mains et les pieds, lui mit un sac sur la tête, la souleva et la chargea dans la remorque du motoculteur. Le motoculteur reprit le chemin de sa maison, par le même chemin de terre, devant les mêmes champs. Il ne croisa personne et personne ne vit rien. Chez lui, il fit entrer le motoculteur derrière la clôture, la sortit de la remorque, la porta jusqu'au banya, ouvrit la trappe dans le hammam et la fit descendre. Puis il l'enchaîna par le cou. Elle se retrouva dans l'obscurité, sous terre, dans un espace d'où s'échapper seule était impossible, dans la cave du banya d'une personne qu'elle ne connaissait très probablement même pas. L'enquêteur Chepoval raconta plus tard que Lavkin ordonna à la prisonnière de retirer ses vêtements. Et il ne s'agissait pas seulement d'humiliation, bien que ce fût aussi le cas. Il avait besoin des vêtements comme accessoire. Il transporta le tout jusqu'à la rivière Biya. Il disposa le short et le t-shirt sur la berge soigneusement, comme si elle s'était elle-même déshabillée avant de se baigner. Il laissa le vélo séparément, à 1,5 km de là dans la forêt, le téléphone et les lunettes à côté du vélo. Mais il y avait un détail qu'il n'avait pas prévu, ou qu'il n'avait simplement pas remarqué. De la peinture rouge du motoculteur était restée sur le cadre du vélo. Il l'avait transporté de nuit, dans l'obscurité, l'avait probablement chargé dans la même remorque et n'avait pas vu que la trace était déjà là. Au matin du 1er août, des centaines de personnes partirent à la recherche. Tout se déroulait exactement selon son scénario. Et pour le confirmer de ses propres yeux, il sortit avec eux. Sans agitation, sans mots inutiles. Juste un autre habitant qui voulait aider. En tenue de camouflage, avec ses lunettes, silencieux. Personne ne fit attention. Il écoutait les communications, savait quels secteurs avaient déjà été vérifiés et lesquels restaient.
savait où se trouvaient les plongeurs maintenant et que l'hypothèse de la rivière tenait toujours. Mais à un moment, la situation faillit se retourner contre lui. Lors de l'interrogatoire après son arrestation, Lavkin raconta aux enquêteurs un détail qui montre à quel point il avait frôlé l'échec. Pendant les recherches, les forces de l'ordre ratissaient le territoire autour du village et ils s'étaient retrouvés directement sur leur chemin. Ils s'étaient cachés dans un champ de chanvre, étaient restés allongés pendant que le groupe passait. Ils ne le remarquèrent pas et continuèrent leur chemin. Le simple fait qu'ils se cachaient en dit long. Ils ne se contentaient pas de marcher parmi les chercheurs. Ils manœuvraient, évaluaient où c'était sûr et où ça ne l'était pas, où ils pouvaient apparaître et d'où il valait mieux disparaître. En apparence, un voisin inquiet. En réalité, un homme qui contrôlait et calculait chacun de ses pas. Mais le contrôle lui échappait. À chaque heure, les recherches s'étendaient, les groupes s'éloignaient de plus en plus de la rivière. L'hypothèse de la noyade se fissurait. Elle passa la première nuit dans la fosse sous le hammam. Obscurité, mur de terre, une chaîne au cou. Au-dessus, le silence. Pas un son, pas une voix, pas un signe que quelqu'un cherchait. Lavkin descendit vers elle et lui expliqua la règle. Si elle essayait de s'échapper, il en finirait avec elle. L'enquête qualifierait cela plus tard séparément comme une menace dont la réalité ne faisait aucun doute. Après la première nuit, il la transféra du hammam vers le vide sanitaire de la maison principale, dans un coin éloigné. Selon l'enquêteur Belousov, Lavkin décida qu'elle serait plus difficile à trouver là-bas si quelqu'un venait avec un mandat de perquisition. Le banya serait la première chose qu'on pourrait vérifier. La maison était plus profonde, plus éloignée, moins visible. Et alors son comportement changea. Aux menaces s'ajouta autre chose. Lavkin commença à parler. Beaucoup. Il lui raconta sa vie, qu'il avait vécue à Moscou, les livres qu'il avait lus. L'enquêteur Belousov nota plus tard qu'il était assez cultivé, ce qui ne correspondait pas du tout à l'image d'un reclus de village. Mais c'était exactement ainsi qu'il se présentait, comme une personne sous-estimée, incomprise, qui avait quelque chose à dire. Elle n'avait même pas encore 13 ans. Elle était assise dans l'obscurité sous terre, et il lui parlait comme si c'était une situation normale, comme s'il était possible d'abord de terroriser quelqu'un, puis immédiatement d'essayer de le mettre de son côté, d'abord briser, puis apprivoiser, et ce n'était pas de l'impulsion, c'était une stratégie, la même stratégie utilisée pendant des années par le ravisseur de Skopine, Mokov, auquel Lavkin serait plus tard comparé. 2 jours d'obscurité, de menaces et de monologues. Il calculait que ce serait suffisant, qu'elle craquerait et accepterait son rôle, mais il s'est trompé. L'enquêteur Konstantin Belousov, qui dirigeait l'affaire, partagea plus tard un détail qui change toute la vision de ce qui se passait dans cette cave. Il décrivit son comportement en une seule phrase, quote, 6. Elle faisait tout ce qu'il disait. Elle écoutait ses monologues. Elle ne discutait pas, ne le provoquait pas, ne lui donnait aucun motif de colère, ni de sentiment de contrôle total. C'était tout autre chose. Très probablement, c'est exactement ce qui l'a déstabilisé. Lavkin s'était préparé à d'autres réactions, la peur, la panique, les supplications, quelque chose qui lui donnerait un sentiment de contrôle. Au lieu de cela, il avait obtenu un calme qu'il ne pouvait ni expliquer ni soumettre. Il n'avait rien à briser parce que rien ne se brisait à l'extérieur. Toute sa stratégie, conçue pour une personne en état de choc, avait rencontré quelqu'un de plus résistant qu'il ne l'avait prévu. Il avait 40 ans, et dans ce duo, ce n'était pas celle qui était en bas qui était désorientée. Elle tenait simplement bon, heure après heure, nuit après nuit, sans le moindre signe que l'aide allait venir. Et dehors, pendant qu'elle tenait bon, l'étau se resserrait autour de Lavkin. Pendant ce temps, il y avait une autre personne dans la maison, sa fille adulte, qui vivait avec lui depuis quelques années. Elle était là le 31 juillet. Elle était là quand il avait fait descendre la prisonnière dans la cave du banya. Elle était là quand il était sorti rejoindre les groupes de recherche le matin. Et elle était là les 2 nuits. Elle savait depuis le début. L'enquêteur Belousov en parla directement. La jeune femme savait pour la prisonnière mais n'avait pas prévenu la police. La raison? La peur. Elle avait peur que son père lui fasse quelque chose. Ou à celle qui était en bas. Que le moindre mot de sa part pourrait le provoquer. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est la terreur paralysante de quelqu'un qui vit à côté d'une personne qu'elle connaît mieux que quiconque. Elle avait vu comment il surveillait,
vu comment il préparait et comprit que cet homme était capable de tout. Pas parce qu'elle l'avait lu quelque part, mais parce qu'elle vivait avec cela chaque jour. La fille ne parla qu'après que Lavkin eut libéré la prisonnière et pris la fuite. Alors elle raconta tout aux enquêteurs et ajouta un détail qui confirmait ce que les voisins savaient déjà. Il était très probablement parti dans la forêt. Mais tant qu'il était à proximité, elle s'était tue. L'affaire dépassa le cadre du district. Le président du comité d'enquête de Russie, Alexandre Bastrykine, plaça l'enquête sous le contrôle de l'administration centrale et chargea le directeur régional de diriger personnellement les recherches. Et cela signifiait une chose: les ressources n'étaient plus limitées. Désormais, la responsabilité des résultats ne reposait plus uniquement sur les autorités locales. Les recherches étaient entrées dans une phase que Lavkin ne pouvait plus contrôler. Et quand le porte-à-porte commence dans une petite communauté, tôt ou tard, on atteint tout le monde, chaque clôture, chaque portail, chaque remise. On n'était simplement pas encore arrivé chez Lavkin. La prisonnière fut rendue avant que les bénévoles n'atteignent son secteur. Mais Lavkin ne le savait pas encore. Et la question n'était plus de savoir si on le trouverait. La question était « quand ?» La nuit du 2 août, le 2e jour. Et à ce moment, Lavkin prend une décision. Cette nuit-là, il ouvrit la cave, retira la chaîne et la laissa partir. L'enquêteur Konstantin Belousov l'expliqua plus tard simplement. Il a eu peur. Lavkin comprit que la recherche cours par cours continuait, les secteurs se fermaient l'un après l'autre et tout ce qu'il avait construit en 2 ans s'était effondré en 2 jours. Belousov ajouta un détail qui explique beaucoup. Il dit que généralement dans ce type de crime, les victimes survivent rarement, que le plus souvent, les choses se terminent autrement. Mais Lavkin, de l'avis de l'enquêteur, n'avait tout simplement pas le cran pour cette issue. Il n'était pas prêt pour l'étape finale. Il était prêt à creuser une cave, à surveiller, à enlever, à garder quelqu'un enchaîné, mais pas à ce que font les gens quand ils comprennent qu'il n'y a plus d'issue. Et il choisit la fuite. Elle remonta et s'enfuit. Elle atteignit sa maison. Elle raconta tout à ses parents. Qui, où, comment. Elle leur montra la maison où elle avait été retenue. La nuit du 1er au 2 août. 2 jours étaient terminés. La nouvelle se répandit instantanément dans les groupes de recherche. Trouvée, vivante. Pas au fond de la rivière, pas dans la forêt, vivante. Des psychologues commencèrent immédiatement à travailler avec elle. Elle n'était pas pressée de sortir, mais elle enregistra un message vidéo, court, d'une voix égale. Elle voulait dire un immense merci à tous les bénévoles, aux gens qu'elle connaissait et ne connaissait pas, qui étaient venus et avaient participé aux recherches. 2 jours dans une cave, et la première chose qu'elle fit après sa libération fut de remercier ceux qui l'avaient cherchée. Lavkin, à ce moment-là, était déjà dans la forêt. Il était parti cette nuit-là, la même nuit où il avait libéré la prisonnière. Au matin, il n'était ni dans la maison, ni au village. L'avis de recherche fut établi rapidement. Taille 170 à 175 cm, corpulence mince, cheveux châtain foncé, lunettes. Vêtu de tenue de camouflage, veste à capuche avec moustiquaire. Aux pieds, des chaussures bleues. Sur le dos, un sac à dos couleur kaki. Le ministère de l'Intérieur promit une récompense pour toute information sur sa localisation. Les avis furent placardés dans tout le kraï de l'Altaï, puis dans toute la République de l'Altaï, littéralement sur chaque poteau. Son visage était connu de tous ceux qui lisaient les nouvelles ou même passaient devant un panneau d'affichage. Mais Lavkin ne voyageait pas par la route. Il passait par les forêts, plusieurs nuits de suite, à pied, à travers la taïga, seul. Il dormait le jour, se déplaçait la nuit, restait loin des zones habitées, descendait les rivières sur des radeaux de fortune. Après avoir atteint par ses propres moyens le village de Maïma, il changea de tactique, monta dans un bus de ligne ordinaire et se rendit à Ongudai, le centre de district de la République de l'Altaï, à 260 km de Biisk. Une autre région, un autre territoire. Très probablement, il s'attendait à ce que personne ne le connaisse ici. Mais à Ongudai, il vit ses propres avis de recherche. Ils étaient déjà là. Lavkin comprit qu'il ne pouvait pas entrer dans le village. Il s'installa quelque part aux alentours, loin des gens. 1 semaine et demie sans nourriture correcte, sans abri, sans contact avec quiconque. 1 semaine et demie pendant que tout le pays le cherchait et lui était assis dans la forêt à 260 km de chez lui, attendant on ne sait quoi.
Mais la faim est quelque chose que la taïga ne pardonne pas éternellement. Le 12 août, le village de Kourota, district d'Ongoudaï, République de l'Altaï, 12 jours de fuite. Un habitant local, 36 ans, pêchait sur la berge quand il aperçut un homme inconnu, maigre, en vêtements sales, visiblement épuisé, debout au bord de l'eau en train de se laver. Le visage lui semblait familier. Le pêcheur se souvint de l'avis de recherche qu'il avait vu ces derniers jours, vérifia dans sa mémoire et appela la police. L'agent de quartier et un enquêteur partirent immédiatement. Ils le trouvèrent non plus au bord de la rivière, mais dans l'une des rues de Kourota. Lavkin était calme, mais suspect. Il donna un faux nom, dit qu'il était venu dans l'Altaï montagneux pour travailler, ramasser des noix, pas de papier, perdu. Tout sonnait bien, sauf une chose. Dans ses affaires se trouvait un passeport au nom d'Oleg Lavkin. C'est là que le mensonge prit fin. Lors de son arrestation, il avoua. Oui, c'était lui. Oui, il avait gardé une prisonnière dans sa cave pendant 2 jours. Puis il l'avait libérée et était parti. Pendant que Lavkin passait 12 jours à traverser les forêts, ce n'était pas seulement la police et les enquêteurs qui le cherchaient. Un bénévole de Biisk, nommé Roman Novikov, vendit sa moto pour acheter un drone avec imagerie thermique pour 300 000 roubles, spécifiquement pour cette recherche. Un inconnu donna son propre moyen de transport pour retrouver le ravisseur, et celui qu'on cherchait fut attrapé parce qu'il avait décidé de se laver dans une rivière. Le 13 août, Lavkin fut transféré sous escorte au Kraï de l'Altaï. Les interrogatoires commencèrent, et ce que l'enquête apprit au cours de ces interrogatoires changea complètement l'ampleur de l'affaire. Lors des interrogatoires, Lavkin reconnut sa culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Mais le mot quotset ici s'avéra bien plus large que quiconque ne l'avait imaginé. L'enquête établit que l'enlèvement du 31 juillet n'était pas sa première infraction contre un mineur. Au cours de l'enquête, un épisode de 2015 émergea. La mère de Lavkin avait pris sous sa tutelle une orpheline de 13 ans. La fille vivait dans la maison. Lavkin avait accès à elle, et il en avait profité. Selon les sources, lors de l'enquête, il avait réalisé des enregistrements vidéo avec cette pupille, qui avait alors 16 ans, et les avait vendus. Lors de la perquisition de la maison, des enregistrements vidéo de nature intime furent découverts, montrant des jeunes femmes qui, selon la description de l'enquêteur Belousov, cotent 8. 2 chefs d'accusation supplémentaires d'infraction contre des mineurs. Aucune victime n'était le fruit du hasard, c'était un système. Et maintenant, tout ce qui avait semblé être l'excentricité d'un reclus tranquille s'inscrivait dans un tout autre schéma. La haute clôture n'était pas une lubie, c'était une dissimulation. L'isolement n'était pas un trait de caractère, c'était un calcul. Pendant des années, il avait construit un espace où il pouvait faire ce qu'il voulait et rester invisible. Le 29 septembre 2022, le tribunal de district de Biisk rendit son verdict. Les audiences se tinrent à huis clos, l'affaire concernant un mineur. Le parquet requit 18 ans, le tribunal en donna 20, une colonie pénitentiaire à régime sévère, plus 2 ans de liberté restreinte après l'exécution de la peine. Lavkin reconnut sa culpabilité mais considère la sentence trop sévère. Selon ses propres mots, il avait été doux avec elle. 20 ans pour enlèvement, pour menace, pour tout ce qu'il avait fait en vue de cela, et pour tout ce qu'il avait réussi à cacher pendant des années. Il n'a pas été arrêté par des caméras, ni par des systèmes de reconnaissance faciale, ni par des bases de données. Il a été arrêté par des gens. 200 personnes qui ont refusé de croire qu'elle s'était noyée et sont allées de porte en porte. Un pêcheur qui s'est souvenu d'un visage sur un avis de recherche. Un bénévole qui a vendu sa moto pour acheter un drone. Un village qui s'est levé comme un seul homme. Lavkin avait compté sur une chose, l'indifférence, que personne ne chercherait trop longtemps, que l'hypothèse de la rivière fonctionnerait, que dans un petit village, tout le monde s'en fiche. Il n'a pas eu de chance. Il s'avère que les gens ne s'en fichent pas. Que pensez-vous de cette vidéo? Écrivez dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Mettez un like. À bientôt.